Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vali, raconte-moi une histoire. Je vais vous raconter un nouveau conte de Karen Blixen, des contes d'hiver. Alcmen. Très belle écoute à tous. La propriété de mon père était située dans une région solitaire du Jutland et j'étais son unique enfant. À la mort de ma mère, il n'eut pas envie de m'envoyer à l'école et j'avais 7 ans quand il prit pour moi un précepteur à la maison. Ce précepteur s'appelait Jans Jespersen. C'était un théologien et le plus honnête homme que j'ai jamais connu. Fils d'un pauvre pasteur du village, il avait dû travailler dur pour entrer à l'université de Copenhague, et ses professeurs attendaient de lui de grandes choses. Mais ses études avaient altéré sa santé, et 5 ans déjà avant de venir chez nous, il avait quitté la ville et accepté d'être précepteur dans des châteaux à la campagne. Sous sa direction, je m'intéressais aux livres bien plus que je ne l'aurais cru possible, et je prenais autant de plaisir à mes études avec Jans Jespersen qu'aux heures passées en compagnie de nos palefreniers et de nos chasseurs. De la sorte, je parvins à acquérir quelques connaissances des mathématiques et de la littérature, sans pour autant négliger les chevaux, l'agriculture et la chasse. 2 ans plus tard, mon père partit pour une ville d'eau d'Allemagne et m'emmena avec lui. Puis il me laissa dans une école du Holstein, mais au bout d'1 an encore, il me ramena au Danemark. Durant mon absence, notre vieux pasteur ivrogne, attaché au domaine, était mort, et mon père offrit sa charge à mon ancien précepteur. À présent, il était installé au presbytère et avait épousé la jeune fille à laquelle il était fiancé depuis 5 ans. Dès mon retour, je repris mes leçons, et chaque jour je me rendis à cheval chez le pasteur. Parfois même, je passais 1 nuit ou 2 chez lui. Le presbytère était une vieille baraque, et ses habitants étaient pauvres, car les dettes contractées par mon précepteur pendant ses études absorbaient une partie de son maigre revenu. Malgré tout, c'était une maison pleine de gaieté, à cause du si heureux mariage du pasteur. Sa femme s'appelait Gertrude. Elle avait 12 ans de moins que son mari et 12 ans de plus que moi, de sorte que parfois elle paraissait être la contemporaine du maître, parfois celle de l'élève. Cette grande et robuste jeune femme ne passait pas pour une beauté dans la paroisse, car elle avait un large visage, couvert de taches de rousseur. On eût dit un œuf de dinde, et elle avait des cheveux bruns. Mais ses yeux étaient clairs et brillants. Lorsque pendant la leçon je lisais Homère et le passage où il est question de Chryséis, la fille au vif regard, je pensais à elle. Je me souviens encore du jour où je compris pour la première fois toute l'affection qu'elle m'inspirait. Un soir d'été, un groupe de jeunes gens et de jeunes filles du voisinage étaient réunis au presbytère et jouaient à cache-cache dans toute la maison. Je m'étais cachée dans une petite pièce, sorte de débarras au grenier, et tout à coup, et sans savoir que j'y étais, la femme du pasteur entra et se pressa derrière la porte, tout essoufflée d'avoir escaladé l'escalier 4 à 4. Puis elle sourit et posa un doigt sur ses lèvres. Sa jarretière s'étant détachée par suite de la rapidité de sa course, d'un geste vif, elle releva sa robe et rajusta sa jarretière. L'instant d'après, elle dut vouloir chercher une meilleure cachette, et elle sortit de la pièce aussi vite qu'elle y était entrée, puis disparut. Je trouvais charmante sa manière de se comporter avec un si joyeux entrain, alors qu'elle se croyait seule.
Un certain été, un hôte distingué vint au presbytère. C'était un ancien camarade d'études du pasteur, plus âgé que son ami. Il avait été nommé professeur à l'Opéra royal de Copenhague, ou bien au théâtre de ballet. Je ne me souviens plus auquel des deux. Il nous fit aussi une visite au château, joua du piano sur notre vieil instrument et enchanta littéralement mon père comme il enchantait tout le monde. Un jour, j'étais seule avec lui au presbytère, debout près de la porte ouverte au jardin. Il contemplait la femme du pasteur qui ramassait des pommes sous les arbres. Quel avantage inappréciable pour cette jeune femme, dit-il comme se parlant à lui-même, de passer pour n'être pas jolie aux yeux des braves paroissiens de Hover. Il est vrai que le modelé de sa tête est un peu grossier, mais si elle vivait dans le grand monde, où les femmes font plus librement étalage de leur charme, elle serait l'idéal du sexe fort, et l'autre la jalouserait. Car de ma vie, je n'ai rencontré Vénus aussi vivante. Henriette Endels n'était pas plus délicieuse dans ses Morgensenen, mais pour notre brave pasteur serait-elle alors l'épouse modèle que nous admirons en elle, ajouta-t-il. Aux femmes douées d'un corps divin et d'un visage quelconque, la vertu doit souvent paraître bien paradoxale. Ce discours s'adressait à un jeune garçon et était peut-être bien frivole, mais je ne me rappelle pas qu'il ait fait sur moi une grande impression. Je crois qu'il eut pour seul effet de me faire comprendre pourquoi je me trouvais si bien dans la société de Gertrude. Au cours de l'année suivante, une ombre sinistre menaça l'heureux foyer du pasteur. Par moments, l'aimable maîtresse de maison était d'une pâleur mortelle. Ses yeux rouges d'avoir pleuré se détournaient de son mari, comme si elle l'avait détesté, ou que sa vue l'eût plongé dans l'épouvante. Quelle que fût la raison de son état, j'en étais désolée et effrayée. Et je trouvais que le pasteur ne témoignait à sa femme qu'une sympathie insuffisante. Mais la situation m'intriguait, tout en me paraissant déplorable. Un jour, le pasteur étudiait avec moi, dans son bureau, un chapitre de la Genèse. Après avoir lu le verset qui rapporte les paroles de Rachel à Jacob, « Donne-moi des enfants, ou je mourrai », il repoussa la Bible et dit « Rachel était une bonne épouse, mais elle n'était guère patiente avec son mari ou avec le Seigneur. Tu t'es aperçu sans doute, Willem, combien la stérilité est cruelle pour une femme. Mon cœur saigne quand je pense à la mienne, mais je crains de manquer à la fois de compassion chrétienne et de compréhension du caractère féminin. Car Gertrude est meilleure chrétienne que moi, et pourtant elle est en colère contre le Seigneur et refuse de courber la tête devant sa volonté. Je doute d'être moi-même capable d'un désespoir aussi fort et aussi persistant devant un échec dont je ne serais en aucune façon responsable, bien que, ajouta-t-il gravement, les mains jointes, Dieu seul connaît ces choses. C'est un homme sage, celui qui peut dire, en parlant de lui-même, « Jamais je ne serai capable de commettre moi-même pareille faute. » Je n'ai pas oublié ces derniers mots. Ils se sont imposés à mon souvenir en une heure tragique. Un peu plus tard, le pasteur eut un léger sourire et dit « Ce brave Jacob était-il dans une situation lui permettant de prouver à sa femme que la faute ne lui était pas imputable à lui ?» C'est ainsi que j'appris pourquoi Gertrude était aussi triste, mais je ne pouvais m'empêcher d'en être un peu surpris. Comment aurais-je compris en ce temps-là que l'on puisse désirer des enfants assez ardemment pour mourir du regret de ne pas en avoir? Le courrier n'arrivait alors que 2 fois par mois. Une lettre était un événement rare. Un jour d'octobre, le pasteur en reçut une de Copenhague. Il tourna et retourna l'enveloppe et me dit que l'adresse était de la main de son ami le professeur. Que pouvait-il avoir à lui dire? Après avoir lu la lettre à 2 reprises, il s'écria « Je vais te donner congé pour cet après-midi,
car ce que je viens de lire me préoccupe fort, et je serais un bien mauvais professeur. » Quelques jours plus tard, nous nous trouvions ensemble à l'étable, auprès d'une vache malade, car le pasteur prétendait que je m'entendais à soigner les bêtes, tandis que lui n'y comprenait pas grand-chose. Nous en avions fini avec la vache, mais le pasteur était plongé dans ses pensées. Tout à coup, dans cette étable obscure, il me confia ce qui le préoccupait. « Je pense, Willem, dit-il, que ta mère a dû être une femme sensée, car tu as une tête bien posée sur tes 2 épaules, et tu n'as pas pu l'hériter de ton père. Je vais te raconter ce que je n'ai jamais confié à personne. L'Écriture n'a-t-elle pas affirmé que la sagesse sort de la bouche des enfants ? » Il me raconta que le professeur lui écrivait que par une étrange circonstance, il avait la charge d'une fillette de 6 ans, qui se trouvait dans une situation singulièrement tragique. Elle méritait de s'appeler Perdita, comme l'héroïne de Shakespeare. La famille de l'enfant devait rester à jamais inconnue. Le professeur poursuivait en disant qu'il était naturel que la vue d'un petit être sans foyer, sans amis, lui fait penser à l'heureux ménage du pasteur, attristé pourtant par l'absence d'un enfant. Mais pour rien au monde, il ne chercherait à persuader son ami de se charger de la petite fille. Ce serait présomptueux de sa part. Il affirmait seulement qu'au cas où un chrétien ou une chrétienne aurait pitié de cet enfant, il n'y avait nul lieu de craindre une interférence de la famille ou de parents quelconques. Il est de mon devoir d'ajouter encore quelque chose, concluait le professeur. S'il ne se trouve personne pour prendre la petite, son sort par la nature des choses ne pourra être qu'incertain, voire périlleux. Et je ne vois pas d'être humain qui réponde aussi complètement et d'une manière aussi pathétique à ce que dit l'Écriture sur le brandon tiré du feu. À la fin de la lettre, l'ami du pasteur disait que sa protégée s'appelait Alcmène. J'avais écouté avec attention la lecture de la lettre, après quoi je déclarai que cette histoire avait l'air tirée d'un livre. « Mais oui, s'écria le pasteur, et c'est le cas sans doute, car mon vieil ami est un homme de peu de scrupules. Une des chanteuses ou des danseuses de Copenhague lui a peut-être demandé de l'aider à se débarrasser d'un enfant encombrant, et puis le voilà qui se lance dans des divagations, des inventions variées, allant même jusqu'à verser des larmes pour jouer un bon tour à son trop naïf ami, le pasteur du village. Ce nom d'Alcmène est-il bien celui de l'enfant ? À l'époque où j'étais jeune étudiant et rêvais de devenir poète, j'écrivis un poème épique intitulé Alcmène. Mon ami n'ignorait pas cette tentative car je lui avais fait la lecture de mon œuvre. Je citais l'Iliade et récitais ce passage, Alcmène de Thèbes, et le pasteur acheva, qui met au monde Héraclès, un enfant au cœur ferme. J'imagine qu'il veut me rappeler l'Olympe. Il se tut pendant quelques secondes, puis reprit. « Willem, je vais te raconter quelque chose que je ne répéterai pas. Je crois à une grande personne. C'est absurde, et tu en riras. Mais pour moi, cet événement a été des plus sérieux jadis. J'ai prétendu devant tout le monde que ma santé m'avait obligé à quitter Copenhague, mais je ne disais pas tout à fait la vérité. Je suis parti parce que j'avais été induit en tentation et que j'avais commis un péché. Non pas que je fusse vicieux ou faible de caractère, mais j'avais cédé à la tentation plus grave, à laquelle les anges sont exposés. Je travaillais trop à Copenhague. Je ne mangeais pas et n'avais que de rares distractions. Plongé dans mes livres, je ne parlais à personne pendant des mois. Peu à peu, j'en vins à me persuader que j'avais été choisi par le Seigneur pour accomplir de grandes choses, et même je crus que le monde entier avait été créé par Dieu dans une intention particulière concernant mon âme et ma destinée. À la mort du vieux roi démon, je pensais « En quoi le Seigneur veut-il que cette mort affecte ma vie ?» Et quand plus tard l'empereur Napoléon s'est fait battre en Russie,
À Moscou, je me disais à mon fort intérieur, maintenant l'homme est mort. Qui aurait détourné les regards du monde des grandes actions que le Seigneur veut me faire accomplir? Heureusement que j'ai vu clair dans mon état d'esprit avant qu'il ne fût trop tard. Je me suis aperçu à mon grand effroi que j'étais sur le bord de l'abîme de la démence et qu'il me fallait sauver mon âme, fût-ce au prix de mon pain quotidien. J'ai vécu une fois de plus à la campagne avec des êtres simples et bons, et j'ai retrouvé mon équilibre moral. Plus tard, ma chère épouse m'a maintenue dans le droit chemin. Cependant, même ici, Willem, même ici, la vieille tentation revient me hanter. Au lit de mort de mes paroissiens, après avoir écouté leurs confessions, et parfois ces paysans font entendre des choses terribles, lorsque je devrais être à bon endroit uniquement inquiet pour le salut de l'âme du malheureux pécheur, je me demande, pourquoi le Seigneur met-il pareille détresse sur mon chemin? Veux-il éprouver ma foi en me mettant en face de la puissance des ténèbres? Le vieil ami qui m'écrit aujourd'hui avait deviné depuis longtemps presque tout ce qui se passait en moi. Il s'intéressait à mes études jadis et croyait à mon avenir. Ma fuite loin de Copenhague le désappointa. Sa lettre ne serait-elle pas une petite revanche ou une plaisanterie à mon adresse? Elle me ramène dans la grande ville et dans tout ce milieu théâtral, si étrange et si séduisant. Le nom seul d'Akhmène résonne à mes oreilles comme un écho du monde grec, avec des lieux et ses nymphes, et comme un rappel de mes anciens rêves ambitieux. Ces jours derniers, j'aurais pu me croire dans ma mansarde d'autrefois, car je me suis demandé quelles sont les attentions du Seigneur à mon égard. Pense-t-il que ma vie est trop facile et que j'ai besoin d'être exposée à une nouvelle tentation? J'ai été réellement confrontée de nouveau avec ce jeune écervelé d'étudiant un peu fou, qui, il y a 10 ans, arpentait les rues de Copenhague. Je ne sais cependant d'être convaincue de la nécessité de m'occuper de toute autre chose, du bonheur de ma femme, par exemple, et en premier lieu peut-être du sort de la pauvre petite. Je ne me souviens pas d'avoir répondu par quelques commentaires aux confidences du pasteur. Pendant qu'il parlait, je pensais que mes propres sentiments n'étaient pas éloignés de ceux qu'il me décrivait. Mais si chez lui il manquait de bon sens, chez moi ils étaient légitimes, parce que j'étais le fils du propriétaire du domaine, et qu'à Norholm, au moins tout se passait en fonction de ma personne et dans mon intérêt. Cette nuit-là, je rêvais d'Alkmène. Je rêvais que je la rencontrais dans les champs et que la lettre A, initiale de son nom, brillait comme de l'argent. 15 jours plus tard, la femme du pasteur se jeta à mon cou et me raconta qu'elle et son mari venaient de décider d'adopter une petite fille de Copenhague. Elle n'aurait pas été plus émue si elle m'avait annoncé qu'elle était enceinte. Elle ne fit pas mention du secret de la naissance de l'enfant. Plus tard, elle me laissa entendre que celle-ci était une fille de sa cousine, veuve d'un officier, et je crois qu'en effet cette veuve a véritablement existé. Il se passa quelques bateaux avant qu'on puisse organiser le voyage en bateau de la fillette. Le pasteur faisait allusion sur un ton de badinage à ces mois d'attente, comme s'il se fût agi de la grossesse de sa femme. Celle-ci paraissait très heureuse. Elle était calme et gentille envers nous tous, mais souvent en proie à une grande émotion. Quand nous étions seuls tous les deux, elle me parlait de la petite fille et me la dépeignait sous l'aspect d'une petite sœur. Un jour, elle murmura « Et que dirais-tu, Willem, de trouver une petite femme au presbytère de Hazlem ?» Cette idée me sembla ridicule. Et d'ailleurs, elle ne serait pas venue à l'esprit de Gertrude si l'enfant eût été vraiment sienne. Après l'arrivée d'Alkmène, elle n'en fit plus mention, car je crois qu'elle ne pouvait plus se figurer que son enfant se séparerait d'elle, fût-ce pour épouser le fils du roi. Enfin, à la fin de décembre, Alkmène arriva à Velge, par le bateau de Copenhague, et le pasteur partit pour la recevoir. Je m'étais rendu ce jour-là au presbytère pour y prendre quelques livres. Pendant que j'y étais, le vent se leva, puis souffla en tempête, m'empêchant de rentrer au château, et je dus passer la nuit où j'étais.
Je sortais par instant avec Gertrude afin d'observer l'état du temps. La neige tombait à gros flocons. Des rafales pareilles à de la fumée balayaient le sol. Sur les marches du perron, la couche blanche était si épaisse qu'il était difficile d'ouvrir la porte. Gertrude et moi nous trouvions seuls à la maison pour la première fois. Elle me parla de son enfance. Son père, gros marchand de bétail dans l'Ouest, avait travaillé dur et fait d'excellentes affaires, mais il perdit toute sa fortune en 1813 quand l'État fit faillite. La nouvelle que tout ce qu'il possédait ne valait pas plus que 56$ lui brisa le cœur. Il renonça à toute activité et tomba dans la mélancolie. Pour subvenir aux besoins du ménage, sa femme éleva des moutons et Gertrude, alors âgée de 11 ans, qui était l'aînée de 9 enfants, l'aida dans son entreprise. La vie était très dure. Mais, ajouta Gertrude, que peut-on trouver de mieux qu'un travail honnête et sérieux, pour lequel Dieu nous a créés? Il ne nous appartient pas de poser des questions à ce sujet. Gertrude gardait de ses moutons un tendre souvenir. Elle s'efforçait à me décrire toutes leurs qualités, et j'appris bien des choses sur l'élevage et la tonte, pendant notre attente ce soir de tourmente. Peu après minuit, nous avons entendu les grelots du traîneau, et nous avons couru ouvrir la porte à nos voyageurs, qui sortirent de leur équipage en trébuchant et tout blancs de neige. Ils avaient été arrêtés par des congères à 7 reprises depuis Vesle. Le pasteur porta la petite dans la maison et l'assit par terre près du poêle. Elle était enveloppée d'un grand manteau, et lorsqu'il eut détaché le capuchon, ses cheveux blonds coupés courts se dressèrent comme une flamme au-dessus de sa tête, et je me rappelai les paroles du professeur sur le tison qu'il faut saisir dans le feu. Je me dis aussi que mon cher prédicateur et sa femme n'auraient jamais par eux-mêmes produit un enfant d'une beauté aussi frappante, aussi étrange. Son petit visage, aux sourcils noblement arqués, était d'une blancheur marmoréenne. Gertrude s'agenouilla près d'elle et prit les menottes dans ses mains pour les réchauffer. Puis elle lui tapota les joues. Alcmène rougit, trembla un peu et sourit. « Tu as eu bien froid en route, n'est-ce pas, mon agneau ?» dit Gertrude. L'enfant ne fit pas un mouvement vers Gertrude et ne recula pas non plus. Pâle et très droite, elle parcourait du regard la pièce et les êtres qui s'y trouvaient. Elle avait de grands yeux, lumineux et graves. « Et quel sera ton nom dorénavant, ma jolie petite fille ?» reprit Gertrude. « Alcmène, » répondit la petite. Après que Gertrude lui eut fait boire une tasse de lait, elle l'emporta dans ses bras dans la chambre à coucher. Nous les entendions bavarder de l'autre côté de la cloison, et 1 ou 2 fois nous parvint la voix claire d'Alcmène. Un peu plus tard, Gertrude apparut dans l'embrasure de la porte. Elle était incapable de parler, tant de larmes l'étouffaient. « Oh, Jean, finit-elle par murmurer. Elle n'a pas de chemise. » Puis elle referma la porte sur elle. Le pasteur se faisait chauffer du café avec du rhum sur le poêle. « Ce vieux renard, me dit-il en riant, lit dans le cœur des femmes comme dans un livre. Il est bien capable d'avoir ôté la chemise à la petite pour émouvoir ma pauvre Gertrude. » J'atteignis mes 14 ans à Noël, et mon père me fit cadeau d'un fusil. Toutes mes journées se passèrent dorénavant à suivre les traces du gibier sur la neige, et sauf à l'heure de mes leçons, je ne vis guère les habitants du presbytère. Pourtant, chaque fois que Gertrude pouvait m'attraper au passage, elle me parlait d'Alcmène. Au début, le pasteur et sa femme l'appelèrent ainsi, mais Gertrude n'appréciait guère ce nom étranger, et elle l'abrégea. Le voisinage connut la petite sous le nom de Mène. Je me souviens que pendant l'été, il y eut une réunion de pasteurs au presbytère. Un vieux ministre de Randers s'étonna d'entendre appeler la fillette Mène. Il s'exclama. Mais ni le pasteur ni sa femme n'approuvèrent la plaisanterie. Dès le début, Gertrude considéra l'enfant comme une merveille.
Elle était sous le charme de ses moindres paroles, de ses moindres gestes. La première fois qu'elle me raconta ses observations concernant Alcmène, elle me dit que cet enfant semblait ignorer complètement la peur. Ni le taureau, ni le jard ne l'effrayaient. Elle les préférait à tous les animaux de la ferme. Un jour, elle monta par l'échelle jusque sur le toit de la grange, que l'on réparait après la tempête de neige. Ce trait de caractère d'Alcmène troublait Gertrude. Se rappelant en outre l'absence de chemise de la petite, Gertrude donnait libre cours à son imagination et se figurait qu'Alcmène avait été trop abandonné, trop perdu pour comprendre que la vie comportait des risques. Peut-être au fond Gertrude était-elle près de la vérité. Elle jugeait que son premier devoir de mère consistait à apprendre à l'enfant à connaître la peur, comme dans les contes de fées. Elle me confia un autre jour que Mène semblait ne pas distinguer la vérité du mensonge. Elle me racontait par des blagues dans son propre intérêt. Mais les choses avaient pour elle un autre aspect que pour les autres gens, et souvent cet aspect était surprenant. Si Gertrude avait été seule avec sa fille adoptive, elle ne se serait guère tourmentée au sujet des histoires que celle-ci inventait, car comme tous les paysans, elle aimait les contes. Mais elle savait que son mari n'était pas du même avis qu'elle, et elle essaya patiemment et avec persévérance de corriger les défauts de Mène. Celle-ci était aussi d'une extrême prodigalité. Elle ne prenait guère soin de ses affaires, et il lui arrivait fréquemment de perdre ou de donner à d'autres les petits vêtements que Gertrude avait faits pour elle avec amour. La mère en était froissée et attristée. Elle prenait l'indifférence de Mène très à cœur, et parfois elle ne pouvait s'empêcher de penser que l'enfant avait perdu l'esprit. Pourtant, l'attitude de Mène ne laissait pas de lui faire une assez vive impression. N'avait-elle pas entendu dire que certains grands de ce monde se comportaient ainsi ? Au printemps, je revins plus souvent au presbytère et je m'y trouvai en pleine idylle, une idylle pareille à celle que décrivent les livres. Je crois que cette année-là et la suivante furent pour mon amie Gertrude les années bénies de sa vie. La fillette appelait le pasteur et sa femme papa et maman. Elle parut avoir oublié très vite le temps passé, avant son arrivée chez ses parents adoptifs, et même croire qu'elle-même avait toujours fait partie intégrante du presbytère. Gertrude ne perdait pas l'enfant des yeux, et Mène elle aussi, bien qu'elle détestât les caresses et les gâteries, tournait tendrement autour de sa mère comme un chevreau autour de la chèvre. Elle manifestait pour la beauté de Gertrude une aussi vive admiration que si le professeur y avait lui-même incité. Elle en parlait souvent, enfilait des perles pour lui faire un collier et en été ornait les beaux cheveux de guirlandes de fleurs. Jusqu'alors Gertrude n'avait pas suscité grande admiration et je pense que le pasteur n'avait jamais été un amoureux très imaginatif. Cette cour à la fois gracieuse et empreinte de gravité que lui faisait Mène était toute nouvelle pour Gertrude, et si elle en riait avec nous, je vis qu'au fond elle l'enchantait. Le pasteur apprit à Mène à lire et à écrire, et toute ignorante qu'elle était, elle montra tout de suite une vive intelligence. Père, mère et enfant étaient donc en tout point fort heureux ensemble. Au début, je jugeais risible qu'on fît tant d'embarras pour une petite fille de Copenhague, mais peu à peu, Alcmène et moi avons trouvé naturel de passer ensemble la plus grande partie de nos journées. Notre intimité commença quand la petite fille demanda la permission de m'accompagner à la chasse ou à la pêche. Ses mouvements rapides, son seul coup d'œil sûr, me donnaient l'impression d'avoir avec moi un petit chien subtil. J'appris pendant nos randonnées que cet enfant sans peur était épouvanté devant la mort. La première fois que je ramassai un oiseau mort, mais encore chaud dans mes mains, elle en fut malade d'horreur et de dégoût. Mais elle attrapait les serpents vivants sans aucune crainte. Elle avait une prédilection pour tous les oiseaux sauvages.
et appris à reconnaître leurs nids et leurs œufs. Et c'était charmant de l'entendre imiter le chant et de la palombe ou du coucou dans les bois. C'est ainsi que naquit notre amitié peu commune, je crois, entre un garçon et une petite fille. Nous étions vraiment comme frères et sœurs, comme la femme du pasteur le désirait, bien que notre intimité ne fût pas tout à fait de nature à la satisfaire. Quand Gertrude avait dit que la fillette pourrait être un jour ma femme, j'avais trouvé cette idée risible, et même à 13 ans, je connaissais assez le monde pour être sûre qu'une fille de pasteur n'était pas une compagne pour moi. Plus tard, Alcmène devint si jolie qu'il aurait été naturel que je rêve de séduire la délicieuse enfant du presbytère. Mais cette pensée ne m'intéressait pas plus que le mariage. Notre amitié resta toujours chaste, et je ne me souviens pas d'avoir jamais osé toucher même sa main. Parfois nous nous disputions affreusement, comme on fait entre amis ou entre frères et sœurs, bien qu'aucun de nous ne se querellât avec les siens à la maison. Un jour même, Alcmène me jeta une pierre. Mais notre amitié se fondait essentiellement sur une compréhension profonde que notre entourage ignorait. Plus tard, cherchant à m'expliquer cette intimité, je crus en trouver la raison dans le fait que nous étions les seuls parmi les autres à être de noble naissance, sans doute de naissance plus noble que tous. D'ailleurs, nous étions camarades surtout dans les bois et les champs. De retour chez nous, la camaraderie disparaissait, ou du moins restait à l'état latent. Chose curieuse, elle se révélait aussi dans mes rêves. Je rêvais d'Alcmène, alors même que dans la journée, je ne lui avais pas accordé une seule pensée. Dans mes rêves, je la voyais souvent perdue, et l'on pourrait croire que peu à peu j'étais hantée par la crainte de la perdre en plein jour et dans la vie réelle. Mais il n'en était rien. Au contraire, mes rêves me convainquirent pour mon malheur que si la nuit Alcmène semblait avoir disparu à jamais, elle reviendrait assurément au lever du soleil. Mène était d'une légèreté de mouvement extraordinaire, tant dans son enfance que plus tard. Lorsqu'elle levait le bras pour lisser ses cheveux, on béait d'admiration devant ce geste, à la fois charmant et impeccable. Et quand elle bondissait dans les bois, elle me faisait penser à une biche ou à un poisson qui saute dans un ruisseau. Depuis lors, j'ai vu des danseuses célèbres dans de grands théâtres, mais aucune d'elles n'est comparable, à mes yeux, à cette fillette du presbytère, en mouvements empreints d'une telle suavité, d'une telle harmonie, car ces danseuses avaient appris à danser, tandis que Mène paraissait révéler son être intime au monde entier par la grâce de son corps. Je m'étais aperçue de cette grâce dès le début, mais je ne crois pas que les autres l'aient jamais remarquée. Peut-être aussi que Gertrude n'y voyait qu'un aspect de la perfection de l'enfant. Mon père, cependant, y faisait parfois allusion. Au presbytère, la danse était strictement prohibée. En outre, pour Gertrude, la danse se rattachait au théâtre, et à la petite enfance d'Alcmène, Gertrude, jalouse de tout ce qui aurait pu éloigner d'elle la petite fille, ne voulait même pas y penser. On ne permettait donc jamais à Alcmène de danser. En revanche, le pasteur lui enseignait beaucoup d'autres choses. Pendant un certain temps, il s'était même mis dans la tête de lui apprendre le grec. Il me dit plus tard qu'elle avait fait preuve d'une compréhension extraordinairement rapide, récitant même par cœur des passages des comédies et des tragédies grecques. Au cours des années suivantes, Alcmène essaya par 2 fois de s'enfuir du presbytère. La première fois un jour de mars. Le sol restait encore mouillé par la neige fondante. La fillette se dirigea droit vers le sud. Elle avait déjà fait plus de 12 milles avant que le vacher du pasteur, qu'on avait envoyé à sa recherche, ne l'eût rattrapée et reconduite à la maison. Le désarroi de Gertrude faisait pitié.
Elle se figurait qu'Alcmène s'était noyée. En la retrouvant, elle la serra dans ses bras, elle la buvait des yeux, et ne s'arrêtait pas de lui demander pourquoi elle lui avait infligé ce grand chagrin. Le lendemain, comme elle se croyait seule avec la petite, je l'entendis qui lui demandait encore « Pourquoi t'es-tu sauvée? Pourquoi nous as-tu quittés ?» Mais pas plus ce jour-là que la veille, elle n'obtint de réponse. 2 ans plus tard, Alcmène avait 11 ans. Elle s'enfuit pour la seconde fois, et ce fut pour les parents une frayeur plus grande que la première, car une bande de Romanichels avait passé par le village. Leur caravane en était partie la veille et s'en était allée à travers les landes marécageuses de la propriété de mon père. Mène les avait évidemment suivis. La réputation de ces gens était fort mauvaise dans le pays. On supposait qu'ils avaient tué un vagabond l'année précédente. Ce fut moi que l'on chargea de ramener la fugitive. En ce temps-là, mes leçons avec le pasteur avaient pris fin. J'avais fait quelques voyages, mais je continuais à descendre souvent au presbytère. C'était par une belle journée du milieu de l'été. L'air vibrait de chaleur et sur la lande on était l'objet de perpétuels mirages. À 2 reprises, je crus voir la petite dans la vaste plaine, mais ce que je prenais pour elle n'était qu'un toit de chaume. Malgré tout, je finis par apercevoir la silhouette gracile. Elle marchait vite, et au bout d'un moment, elle se mit à courir, ce qui me fit rire. Comment aurait-elle pu m'échapper, puisque j'étais à cheval? Cependant, la vue de cet enfant en fuite ne laissait pas que d'être émouvante. Pendant quelques instants, je ne l'arrêtais pas, mais chevauchais à côté d'elle. Elle avançait encore rapidement, tête nue, très pâle, le visage en sueur, mais elle ne parvenait pas à marcher à l'allure du cheval. Un coq de bruyère sortit du taillis à quelques pas de nous et s'envola à grand bruit. Alcmène trébucha, puis resta immobile comme frappé à mort. Mon cœur se serra, je crus qu'elle allait pleurer. Je me trompais, elle dit « Prête-moi ton cheval, Willem, et je parviendrai encore à les rattraper. » « Non, Alcmène, tu vas revenir à la maison, mais je te permettrai de rentrer à cheval et moi j'irai à pied. » Elle ne répondit pas et je la soulevai pour la mettre en selle. Tout était calme autour de nous. J'eus envie de chanter et Alcmène ne tarda pas à joindre sa voix claire à la mienne. Nos chants se succédèrent et le dernier fut une vieille mélodie où il est question d'une mère qui se lamente sur la mort de son enfant. Je dis « Tu bouleverses tes parents en te sauvant de la sorte. » Mais elle me répliqua « Pourquoi ne me laisse-t-il pas m'en aller ?» J'entonnai une autre strophe, puis je repris « Les êtres humains diffèrent les uns des autres. Vois mon père, rien de ce que je fais ne lui convient, et je suis toujours dans son chemin. Mais tes parents t'aiment et te trouvent merveilleuse, pourvu que tu consentes à rester près d'eux. » Alcmène resta longtemps silencieuse. Quand elle reprit la parole, ce fut pour dire « Que faire des enfants qui ne désirent pas être aimés, Willem ?» Notre retour fut tardif, et déjà la lune estivale montait dans le ciel encore clair. En arrivant dans les terres de mon père, il nous fallut traverser un champ d'orge. Les épis étaient clairsemés sur le sol sablonneux, mais les marguerites jaunes foisonnaient dans le champ, et la lune s'y reflétait comme dans un lac. Avant mon départ, Gertrude avait fait promettre à son mari d'infliger une correction à la fugitive, mais ni lui ni elle n'y pensèrent plus en revoyant Alcmène. Pourtant la mère restait blême de frayeur et ne parvenait pas à se calmer. Elle disait « Tu nous préfères ces mauvaises gens et tu choisirais de vivre avec eux plutôt que de rester avec ton père et moi. Sais-tu qu'ils t'auraient tué et mangé ?» Alcmène la regarda, ses yeux brillants, grands ouverts. « M'aurait-il vraiment mangé ?» demanda-t-elle. Gertrude comprit qu'elle se moquait d'elle et s'écria « Vilaine enfant !» À l'époque de la confirmation de Mène, 2 problèmes se posèrent au presbytère.
D'abord, le pasteur s'aperçut qu'il n'avait jamais vu le certificat de baptême de sa fille adoptive, et par conséquent ne pouvait être certain qu'elle fût baptisée. Il écrivit au professeur, mais dut attendre assez longtemps la réponse, car le vieillard avait quitté Copenhague et occupait un emploi élevé auprès d'une cour d'Allemagne. Quand enfin la lettre arriva, elle ne contenait que quelques lignes. Le professeur déclarait sur l'honneur que l'enfant avait été baptisé. Le pasteur ne sut s'il fallait faire sa confirmation à Alcmène sans plus d'embarras ou lui accorder un baptême sous condition pour ne pas commettre une erreur. Gertrude me confia que ce dilemme valut bien des nuits blanches à son mari, et lui-même me dit « Certains théologiens tiennent le baptême pour un symbole, mais que Dieu nous soit en aide. Les symboles sont tous d'une grande puissance. En ce qui me concerne, j'ai dû prendre trop à la légère des symboles importants. » Ce fut en ce temps-là qu'il renonça à enseigner le grec à la petite fille. Mais il finit par accepter le conseil de sa femme et fit faire sa confirmation à Alcmène avec les autres enfants de la paroisse. Au cours de sa préparation à la confirmation, Alcmène fit la connaissance d'autres petites filles et écouta leur bavardage. Le pasteur et sa femme eurent de bonnes raisons de croire qu'elle entendit quelques racontards au sujet de sa naissance. Elle ne leur en dit rien. Ce fut une des servantes du presbytère qui leur répéta les conversations des catéchumènes. Le pasteur réfléchit longuement aux mesures à prendre, et un jour, en ma présence, parce qu'il craignait, je crois, d'aborder la question lorsqu'il se trouvait seul avec sa femme, il annonça à Gertrude son intention de dire ouvertement la vérité à Alcmène. Aussitôt Gertrude s'emporta. Je ne l'avais plus vue parler durement à son mari depuis l'époque qui précéda l'arrivée de l'enfant à leur foyer. Avait-elle oublié qu'elle n'était pas réellement la mère d'Alcmène et voulait-elle accuser le pasteur de lui ravir son enfant légitime? On aurait pu le croire. « Je ne peux pas te séparer d'Alcmène, dit le pasteur, mais je vais poser ma main sur la tête de cet enfant au nom du Seigneur. Que faire si en cet instant elle sait au fond de son cœur que je la trompe ?» Gertrude se leva. « Tu désires donc me l'enlever tout à fait ?» s'écria-t-elle. « Ne vois-tu pas que déjà elle me déteste et me craint? Si maintenant elle apprend que je ne suis pas sa mère, je n'ai plus aucun moyen de la retenir. Elle me méprisera tout à fait et me tournera le dos. » Le pasteur resta confondu devant ces accusations. Et tandis que Gertrude parlait, je crois que nous lui donnions raison tous les deux. Ces 2 dernières années, Alcmène avait changé. Elle s'était durcie en face de sa mère, et parfois elle manifestait à son égard une méfiance singulière, une sorte d'hostilité révoltée. Le pasteur dit enfin « Ma chère épouse, il eût mieux valu que nous n'ayons jamais accepté cette tâche, et que nous ayons vieilli paisiblement au presbytère comme un couple sans enfant. » Gertrude le considéra d'un air effaré. Il poursuivit. « Cependant, puisque nous avons mis la main à la charrue, il faut continuer notre œuvre en agissant au mieux de nos connaissances. » Gertrude se mit à pleurer. « Fais ce que tu jugeras bon, » dit-elle en quittant la pièce. Elle m'attendit à ma sortie du presbytère et prenant ma main, elle me regarda bien en face et dit « Willem, tu es l'ami de mon enfant. Veux-tu faire quelque chose pour moi? Observe-la bien quand son père lui aura parlé. Vois si elle est très affectée par ce qu'il lui révélera et viens me répéter ses paroles, car hélas, elle ne me dira rien à moi. » Je fus très attristée par cette attitude de Gertrude. Comment pouvait-elle chercher un secours auprès de moi, alors que jusqu'à présent, elle pensait être la seule à comprendre sa fille? Je lui promis cependant de faire ce qu'elle me demandait. 15 jours environ après cet entretien, elle me dit « Dieu est miséricordieux, Willem. Et Jean, c'est un sage. Crois-tu que depuis qu'il a parlé à la petite, elle a changé? Elle me témoigne autant de tendresse qu'au temps où elle était tout enfant, et moi-même je retrouve ma jeunesse.
Je me suis regardée par hasard dans la glace aujourd'hui. Ne ris pas. C'est le visage d'une jeune femme qui m'a renvoyé le miroir. Je ne sais pourquoi, mais je sens que cette douce et tendre intimité entre Alcmène et moi persistera tant que nous vivrons. Gertrude oublia tout à fait de me questionner au sujet de la mission dont elle m'avait chargée, mais elle ajouta après un court silence. N'est-ce pas étrange qu'elle ne m'ait pas osé poser une seule question concernant son père et sa mère? Elle ignorait pourtant que nous étions incapables d'y répondre. Alcmène ne me parla jamais des éclaircissements que lui avait donnés le pasteur, mais je sais que celui-ci avait dû faire allusion au professeur au cours de leur entretien, car un jour elle me demanda si je le connaissais. Je répondis que je l'avais vu. « Je voudrais le voir aussi un jour, dit-elle. » Gertrude se plaignait de la négligence de Mène, qui ne prenait pas plus de soin de la robe du dimanche que sa mère avait confectionnée elle-même pour elle, que de ses vêtements un peu usés et défraîchis de tous les jours. Mais il arriva que la fillette entendit mentionner par notre vieille femme de charge les belles toilettes de ma mère, rangées à présent dans un grand coffre du grenier. Mon père ne voulait plus les voir et refusait de les faire porter à quelqu'un d'autre que sa femme. Alcmène me tourmenta jusqu'à ce beau jour où mon père était absent. Je fis sauter la serrure du coffre et en sortis les robes. Elle les déplia successivement et les contempla avec attention. À la fin, elle me pria de lui en donner une. C'était une robe de lourde soie verte, à dessins jaunes. Aujourd'hui, elle est restée dans mes souvenirs pareille à un tilleul en fleurs. Je me moquai de Mène et je lui dis « Aurais-tu par hasard envie de porter cette robe pour aller à l'église ?»« Non, répondit-elle, je la mettrai seulement de temps en temps. » Un peu plus tard, Gertrude avait fait du pain frais et Alcmène demanda avec insistance la permission de sortir avec moi, car j'étais à la maison à cause des vacances d'été, pour aller porter quelques petits pains à la vieille Madame Ravn, la veuve de notre ancien pasteur, qui habitait à l'autre extrémité du village. En arrivant sur la grande route, Alcmène me dit qu'elle n'avait pas du tout l'intention de se rendre chez Madame Ravn. Elle voulait mettre la robe de soie et puis nous irions ensemble nous promener dans les bois et les champs. Elle avait déposé la robe dans une maisonnette voisine, chez une femme qui autrefois avait servi au presbytère, mais avait été renvoyée parce qu'elle buvait. Alcmène entra donc dans la cabane et en ressortit bientôt, vêtue de la robe verte et jaune. Elle n'avait pas relevé ses cheveux et ne s'était pas lavé les mains. Mais je ne pense pas avoir jamais vu personne rayonner d'une beauté plus libre et délicieuse, une beauté vraiment royale. Elle ne parla guère pendant que nous errions à travers le bois. La robe était un peu trop longue pour elle, et elle la laissait traîner sur le sol. Je lui décrivis le nouveau cheval que je venais d'acheter, et lui racontai que je m'étais disputée avec mon père. Si nous avions rencontré d'autres promeneurs, ils auraient été surpris de voir une fille aussi magnifiquement vêtue sur un sentier forestier, et en auraient ri. Pourtant sa présence en ces lieux était en quelque sorte une chose naturelle. Le feuillage frais brillait aux rayons du couchant, à la fois vert et doré, et ressemblait à la robe d'Alcmène. Le doux bruissement de la soie à chaque pas que faisait ma compagne rappelait le gargouillement d'un oiseau tardif dans les arbres. Un renard fila tout près de nous, mais nul être humain ne nous croisa. Nous arrivâmes dans les champs à l'instant où le soleil allait disparaître au-dessous de l'horizon. Il y avait à la sortie du bois une colline très élevée. Du sommet, on jouissait d'une vue très étendue sur l'immense pays plat. La lande dorée éclatait de splendeur au dernier feu du couchant. Alcmène se taisait. Elle promenait ses regards tout autour d'elle. Son visage clair irradiait de la lumière comme l'atmosphère autour de nous. Tout à coup, elle poussa un profond soupir, non de tristesse, mais de joie. Et je me disais que les filles sont, en vérité, d'absurdes créatures,
ravi de se trouver en robe de soie au sommet d'une colline. Un peu plus tard, nous étions assis par terre, mangeant les petits pains que Gertrude destinait à la vieille veuve. Ils étaient encore tièdes. Depuis lors, chaque fois que je mange du pain frais, je me rappelle cette soirée sur la colline. Alcmène changea de robe dans la cabane avant de rentrer au presbytère. À notre arrivée, Gertrude était assise, en train de repriser une pile de bas blancs d'Alcmène, à la lueur d'une chandelle de suif. Elle en avait raccommodé un grand nombre, mais je réfléchissais que si elle voulait terminer son travail, elle ne se coucherait que bien avant dans la nuit. Elle nous sourit et nous demanda des nouvelles de Madame Ravn. Alcmène, debout derrière elle, la regardait et regardait les bas. Je la vis pâlir. « Permets-moi de t'aider à repriser ces bas, dit-elle. « Non, ma chérie, répondit Gertrude en mouchant la chandelle. Tu as beaucoup marché et tu as besoin de te mettre au lit. Cette même année, à l'automne, j'eus une aventure qui devait avoir une assez grande influence sur ma vie. Sitzel, une fille du village, eut un enfant qui mourut. Sa mère demeurait dans la maisonnette où Alcmène avait entreposé la robe de soie. La fille m'attribua la paternité de l'enfant. Je ne croyais pas qu'elle eût raison, car elle n'était pas un modèle de vertu. Pourtant, dans le pays, on ferait des gorges chaudes de cette histoire. Mon père me dit « L'enfant est mort, et Sitzel va épouser le garde-chasse. Et tu ne vas pas faire l'imbécile dans ton propre village en attendant que la demoiselle du presbytère soit en âge de t'épouser. Va-t'en passer 6 mois chez ton oncle, à Rugard, dans le Jersland. Sa fille est ton aînée de 2 ans. Un jour, elle sera très riche. De toute façon, à Rugard, tu pourras acquérir quelques notions sur l'exploitation d'une ferme. Il en est grand temps. » La dernière partie du sermon était injuste, car jusqu'à présent, mon père s'était toujours moqué de moi et me qualifiait de paysan chaque fois que je manifestais quelque intérêt pour la culture du domaine, qui était alors en fâcheux état. Il ne me déplaisait pas de m'en aller, mais je me demandais ce qu'on penserait de moi au presbytère. Le pasteur en serait très désappointé, car sa vie durant, il s'était levé dans ses sermons contre la licence des mœurs de sa paroisse. Et comme j'avais été son élève pendant si longtemps, il en était venu à me considérer un peu comme son œuvre. Gertrude me pardonnerait peut-être, car fille de la campagne, elle était habituée aux mœurs paysannes, mais elle s'efforcerait de cacher la vérité à Mel, et par conséquent essaierait de l'éloigner de moi. Un après-midi que mon père était allé à Vesle, je me trouvais dans la bibliothèque pour y prendre quelques livres, quand la porte s'ouvrit et Alcmène apparut sur le seuil. Notre bibliothèque est orientée vers le nord. Le soleil éclairait Alcmène par derrière, et ses cheveux brillaient comme une flamme. Elle me demanda « Est-ce vrai ce qu'on raconte sur toi et Sitzel ?» Je fus surpris de la voir, car jusqu'à présent elle n'était jamais venue seule. Mais elle m'interrogeait avec tant de passion que je ne pus que lui dire « Oui ». Elle cria « Comment oses-tu agir ainsi, Willem ?» Chose curieuse, depuis quelque temps, je gardais en quelque sorte rancune à Alcmène, comme si ce qui m'arrivait était en partie de sa faute. Et maintenant, voici qu'elle parlait exactement comme faisaient les adultes. Le cœur serré, je la priais de me laisser seule. Mais elle ne m'écouta pas. Elle entra dans la pièce toute rouge d'émotion. Et elle cria encore une fois « Comment as-tu osé agir ainsi ?» Je me souvins alors que les paroles d'Alcmène avaient en général une signification précise. Et je compris qu'elle me posait une question pour éclaircir un problème, ainsi qu'il lui arrivait souvent. Je ne pus m'empêcher de rire et je répondis « Peut-être n'y faut-il pas autant de courage que le supposerait une jeune fille. » Elle me considéra gravement et avec fierté, puis elle reprit. «
Ne vois-tu pas que tu vas aller en enfer ? Je dis. Tout le monde m'y pousse. Mon père m'a chassé de la maison, tes parents ne veulent plus m'adresser la parole, mais soyons amis tous les deux, Alcmène, pendant le temps qui nous reste. Ton père t'a mise à la porte ? Demanda Alcmène. Tu n'as donc plus de foyer ? Alors je partirai avec toi. Nous pouvons aller ensemble sur les grandes routes. Et, ajouta-t-elle en respirant profondément, je ferai quelque chose pour que nous ne soyons pas obligés de mendier. Je danserai et je chanterai. Quant à l'enfer, si tu dois y aller, je veux bien y aller aussi. Non, dis-je, moi j'irai chez mon oncle à Argard. Elle pâlit en entendant ces mots. Tu vas vivre chez ton oncle ? dit-elle. Je croyais qu'on t'avait chassé dans le vaste monde. Je pensais que jamais personne n'avait commis une action aussi mauvaise que la tienne. En écoutant Mène, j'étais de plus en plus heureux de la tournure que prenait la situation. Voyons, Alcmène, toi qui connais l'histoire des dieux grecs, tu veux prétendre que ces choses ne se sont jamais passées auparavant ? Non, dit-elle, on ne me permet plus de lire ces livres-là, on ne m'apprend rien, on ne m'explique rien. Que vais-je faire maintenant ? En cet instant, je perçus nettement que nous appartenions l'un à l'autre, Alcmène et moi, et je fus sur le point de lui dire « Veux-tu m'attendre jusqu'à mon retour ? Alors personne ne nous séparera plus. » Mais à la pensée de l'extrême jeunesse d'Alcmène, je jugeais que le moment n'était pas bien choisi pour une déclaration pareille. Debout devant moi, elle se tordait les mains et elle me demanda « M'écriras-tu au moins ?» Puis s'interrompant, elle s'écria « Ce n'est que dans les livres que les gens reçoivent des lettres. Pourtant, si tu devais faire une fois encore une chose terrible, voudras-tu m'écrire ?» Et moi j'affirmais « Je reviendrai dans 6 semaines, Alcmène, ne m'oublie pas. » « Je ne peux t'oublier, Willem, tu es mon seul ami. Mais toi, n'oublie pas, Alcmène. » Sur ces mots, elle disparut aussi soudainement qu'elle était venue. Quelques jours plus tard, je me rendis à Rogard. Je ne dirai rien de ma vie à Rogard, puisque l'histoire que je raconte ici est celle d'Alcmène. Les domaines du Djursland sont très rapprochés les uns des autres. Je rencontrais donc bien des jeunes gens de mon âge, et je ne pensais pas souvent à ce qui se passait chez nous. Mais à Rogard, comme ailleurs, je rêvais d'Alcmène. J'étais chez mon oncle depuis 3 mois, quand je reçus une lettre de mon père. Il se plaignait de la goutte et me rappelait à la maison. Je ne prêtais guère d'attention à cette première lettre, mais une deuxième du même genre me décida à prendre le chemin du retour. La première question que me posa mon père avait pour but de savoir où en étaient mes amours éventuels avec ma cousine, et mon père parut satisfait quand je lui dis qu'il n'y avait pas d'amour du tout. Il se frotta les mains et dit « Certains événements se passent dans les limites de notre domaine personnel. De grands changements ont eu lieu au presbytère. » Je m'informai de la nature de ces changements et il répondit « Tu ferais mieux de descendre au presbytère et de voir par toi-même ce qui s'y passe. Ces gens ont toujours été pour toi de grands amis. » Le pasteur était seul à la maison. Sa femme et sa fille faisaient une visite à un malade. Il avait changé, comme le disait mon père. Absorbé dans ses pensées, il avait l'air grave, et je pensais qu'il devait avoir cette même expression pendant ces années de jeunesse qu'il m'avait décrites. Il avait complètement oublié cette triste histoire de Sitzel et me reçut affectueusement. Après avoir causé de choses et d'autres pendant un moment, il me dit « Il faut que tu saches, Willem, ce qui est arrivé ici, dans ton domaine. » Et il me fit le récit des événements. Peu après mon départ, son ami, le vieux professeur, lui avait écrit quelques mots brefs pour lui apprendre que sa fille adoptive avait un héritage tel qu'on aurait pu croire qu'elle avait pénétré dans la grotte magique d'Aladin, le héros de notre immortel Elschnenschläger. Selon son habitude, le professeur ne disait pas par suite de quelles circonstances. Il continuait. En toute loyauté, il était toujours prodigue du mot de loyauté. Je ne chercherai nullement à vous influencer, mais je vous laisse décider si pour le bien de cette petite vous acceptez ou refusez cette fortune.
Le pasteur me confia qu'il avait bien réfléchi à tous les aspects du problème avant de prendre une décision, et il ajouta « Ce qui est fâcheux, c'est que, en tout ce qui concerne notre fille, ma femme et moi ne paraissons jamais être tout à fait d'accord. Gertrude ne voulait pas prendre l'argent. Il est possible qu'elle aurait été d'un autre avis si la fortune avait été modeste, et toute heureuse de penser que l'avenir de la petite était assuré. Alors que moi, au contraire, j'aurais préféré la voir rester ce que l'avaient fait les conditions de notre propre vie, c'est-à-dire la fille d'un pasteur de village. Mais à présent, l'importance de l'héritage effraie ma pauvre femme. » Le pasteur m'indiqua la somme avec la plus grande précision. Il s'agissait de plus de 300 000 Rixdaler. « Gertrude ne peut pas croire, dit-il, qu'une pile d'or pareille n'est pas d'origine démoniaque. Pour moi, elle a pris un caractère différent. » Il resta plongé dans ses pensées assez longtemps, puis il dit encore « Je n'ai jamais désiré ardemment la richesse, même pendant mes rêves de jeunesse. J'ai aspiré à d'autres biens. J'ai prié pour les obtenir, mais l'or ne me tentait pas. Dans ce cas, pourtant, la fortune prend une autre valeur, elle devient un symbole. J'ai vu cet or, je suis allé à Copenhague, et là-bas, à la banque, on m'a fait voir l'or, je l'ai touché. Il dort dans un coffre, attendant la main qui en fera une réalité vivante. Quel bien ne peut-on pas faire dans ce monde avec une pareille fortune? Remarque, Willem, que je n'ignore pas la puissance de Mammon. En touchant cet or, j'ai reconnu le danger qu'il représente. Mais il s'agit ici d'une épreuve de force entre Dieu et Mammon. Devrais-je refuser d'entrer en lice pour le Seigneur? Je demandai au pasteur si Alcmène avait été averti de sa chance. Oui, dit-il, nous la lui avons apprise. Elle est encore très enfant, et cette fortune n'a fait sur elle que peu d'impression. À en juger d'après son attitude, on dirait qu'elle savait depuis toujours qu'elle était riche. La tâche du pasteur lui paraissait d'autant plus sacrée qu'il l'accomplissait au nom d'une enfant. En vérité, dit-il encore, j'ai toujours su qu'une grande mission me serait imposée par l'entremise d'Alcmène. Et quand je serai mort, je continuerai à vivre par ses bonnes œuvres, car cette petite possède une grande force, Willem. Ces paroles du pasteur me firent beaucoup réfléchir. Elles me firent rire en secret, et je pensais que je connaissais peut-être mieux Alcmène que ne la connaissait son père. Lorsque je rentrai à la maison, mon père me questionna avec empressement sur ma visite, et je lui répétai la plus grande partie de ce que m'avait confié le pasteur. « Et, reprit-il, as-tu demandé la fille en mariage? Non, tu es un imbécile. Une fortune pareille compense largement l'obscurité de la naissance d'Alcmène. Elle projette en quelque sorte une nouvelle lumière sur elle. Tu peux parfaitement en échange lui donner ton nom. » Comme je ne lui répondais pas, il se mit à vanter les qualités de la fillette comme un éleveur de chevaux vante celles d'un cheval, et je fus étonné de constater qu'il avait parfaitement observé Alcmène, alors que je croyais qu'il ne lui avait jamais accordé une seule pensée. À la fin, et bien que je n'eusse pas l'habitude d'une conversation intime avec mon père, je déclarai que je jugeais tout à fait inélégant de demander la main d'Alcmène à la première nouvelle de son héritage, alors que je n'avais jamais donné la moindre raison de croire que je pensais l'épouser un jour. Mon père répéta que j'étais un imbécile, et il se mit fort en colère pendant notre discussion. Il finit par dire que si j'étais assez sot pour refuser la chance qui s'offrait à moi, il demanderait, lui, à la fille du pasteur d'être sa femme. J'ai honte de dire qu'il le fit réellement, et d'une manière stupide. Il se rendit tout droit au presbytère dans la voiture à 4 chevaux dont on se servait rarement, et demanda la main d'Alcmène. J'ignore ce qui se passa pendant l'interview, et je doute que mon père ait vraiment réussi à faire comprendre au pasteur et à sa femme la vraie raison de la visite. Mais même après son échec, il continua à parler de l'amélioration et de l'embellissement du domaine qu'il aurait pu entreprendre avec l'argent d'Alcmène. Ce faisant, il me lassa et m'ennuya au point que je quittai de nouveau le pays sans avoir revu ni Gertrude ni sa fille. Après cela, je n'eus plus d'autres nouvelles de chez moi avant celle de la mort du pasteur.
Sa santé n'avait pas été brillante depuis plusieurs années, et le voyage à Copenhague au corps de l'hiver l'avait épuisé. Il y prit froid et le rhume dégénéra en pneumonie. Je fus très frappée pendant l'enterrement du profond chagrin manifesté par toute la paroisse. Gertrude, malgré sa tristesse et son désarroi, me parla de la patience de son mari pendant sa maladie. Elle me raconta qu'à son lit de mort, il avait eu une révélation soudaine et merveilleuse, et s'était écrié qu'il comprenait à présent les voies du Seigneur. Elle me montra aussi un journal qu'elle venait de recevoir de Copenhague. Il contenait un article nécrologique sur son mari. L'auteur faisait un tel éloge de son caractère, il parlait avec tant de conviction du rôle qu'il aurait pu jouer sur la scène de ce monde s'il avait eu de l'ambition. Il faisait une description si vivante des talents dont il faisait preuve étant jeune homme que j'en fus surpris moi-même. Et pourtant j'avais une très haute opinion du pasteur. L'article n'était pas signé, mais Gertrude et moi ne pouvions que l'attribuer à son vieil ami le professeur. On accorda à Gertrude une année de grâce au presbytère. Au bout de quelques mois, elle se rendit chez une de ses sœurs qui était malade. À la même époque, mon père alla soigner sa goutte à Pyrmont. Alcmène resta seul au presbytère comme j'étais seul au château. Un jour, elle me fit dire de venir la voir. Elle avait 15 ans alors et était grande pour son âge, mais très svelte et assez semblable à la petite fille qui était arrivée jadis au presbytère. Elle me dit « Te rappelles-tu, Willem, que tu m'as promis un jour de me rendre un grand service si je te le demandais ?» Je m'en souvenais très bien et lui demandai ce qu'elle désirait de moi. Elle me répondit « Je voudrais aller à Copenhague. Il faut que tu m'y emmènes pendant que ma mère n'est pas à la maison, mais je ne désire y rester qu'une seule journée. » La chose n'était pas facile à exécuter. Le voyage aller et retour nous prendrait une semaine et personne ne devait se douter de notre absence. Mais Alcmène était décidé à entreprendre cette expédition et je ne pouvais être infidèle à ma promesse d'autrefois en refusant de l'aider. Je pensais aussi que ce voyage serait une aventure délicieuse. Je fis donc ce que désirait Alcmène. Elle alla d'abord chez des amis à Vesle, et je l'y rejoignis un matin de bonne heure à l'arrêt de la diligence. Par bonheur, ni à Velge ni plus tard, il ne se trouva aucune de nos connaissances parmi les voyageurs. On était en mai, et la région que nous traversions était dans toute la parure de sa nouvelle verdure. Les bois donnaient une ombre délicate. Il faisait frais en cette heure matinale. Toutes les herbes et le feuillage étaient couverts de rosée, mais déjà nous apercevions les alouettes très haut dans les airs. Lorsque la diligence s'arrêta à Soro, nous entendîmes le rossignol. En me rappelant à présent ce voyage, je me dis que j'étais résolue ce jour-là à épouser Alcmène, si elle acceptait d'être ma femme. J'étais fort soucieux de son bon renom. Partout où nous passions, je disais que cette jolie fille était ma sœur, et rien dans nos manières ne pouvait faire mettre ma parole en doute. Mais une joie, une agitation nullement fraternelle emplissaient mon cœur. Je sentais que jamais je n'avais été heureux avant ce jour-là. Je me représentais les voyages que nous ferions ensemble à venir. Alcmène jouissait des perpétuels changements du paysage avec une vivacité tout enfantine. La mer, en particulier, l'enchanta lors de la traversée du Grand Belt, en plein soleil et par une brise légère. Elle était partagée entre la surprise et le ravissement. Seul le secret de notre destination et parfois une expression du visage d'Alcmène me troublait vaguement. J'avais été plus d'une fois à Copenhague, et avant d'y arriver, j'avais décidé dans quel hôtel nous logerions. C'était un lieu tranquille. Le bateau arriva en ville dans l'après-midi. Alcmène regarda les passants dans les rues et les robes des femmes, mais elle ne parla guère.
Après avoir soupé à l'hôtel, je priai Alcmène de me dire la raison de notre voyage à Copenhague. Elle tira de sa poche le journal que Gertrude m'avait montré après la mort du pasteur et dit « Voilà pourquoi je suis venue. » Dans un article, à la dernière page, il était question d'un assassin notoire. Il s'appelait Ole Schlesmark et devait être décapité sur la place publique au nord de Copenhague. L'article disait que l'accès de cette place était libre et indiquait l'heure et le jour de l'exécution. Or, il s'agissait du lendemain matin. En lisant ces lignes, je fus pris d'une grande frayeur. Je distinguais nettement que les forces au milieu desquelles j'avais vécu avec tant d'insouciance étaient plus puissantes, plus formidables que je ne m'en doutais, et que mon père univers risquait de s'effondrer, et que mon propre univers risquait de s'effondrer. Je dis à Alcmène, « Ce doit être terrible d'assister à un tel spectacle. Bien des gens estiment que c'est une coutume barbare de permettre à la foule de se divertir à la vue de la souffrance et de la mort d'un être humain, quelle que soit l'horreur de ses crimes. Non, dit Alcmène, ce n'est pas une occasion de se divertir, mais un avertissement pour ceux qui sont tentés de commettre eux-mêmes une action pareille, et que rien d'autre n'en saurait empêcher. La vue de la mort de cet homme les détournera de devenir pareils à lui. Mon père m'a fait un jour la lecture d'un poème où il est question d'une jeune femme qui a tué son enfant et a été condamnée à mort. Elle parle elle-même de son exécution et je me souviens de ce qu'elle dit. À présent, sur toutes les têtes tremble la hache qui tremble au-dessus de la mienne. Car Dieu seul connaît tout, ajouta Alcmène. Qui donc peut dire de soi-même « Je n'aurais jamais pu me rendre coupable d'un acte pareil ?» Au petit matin, Alcmène et moi nous rendîmes en voiture au terrain communal du Nord. Il y avait déjà un grand attroupement autour de l'échafaud. La plupart des spectateurs étaient des hommes du peuple, à l'aspect fruste et grossier. Mais on remarquait aussi quelques femmes parmi la foule, et plusieurs d'entre elles avaient même amené leurs enfants. Tandis que nous nous frayions un passage dans le gros du public, tous les yeux se fixaient avec étonnement sur la jeune fille gracieuse, mais mortellement pâle pendue à mon bras. Mais ensuite, la foule ne regarda plus que l'épouvantable machine dressée au milieu d'elle. Déjà le bourreau et son assistant étaient prêts à faire leur œuvre. Quand la charrette amenant le condamné et l'aumônier de la prison apparut au-dessus des têtes de l'assistance, Alcmène fut prise d'un tremblement si violent que je dus l'entourer de mon bras. Et bien que moi aussi je fusse terrifiée, une joie, une suavité inexprimable me submergèrent. Le visage de l'assassin était tourné vers nous. L'espace d'une seconde, je crus que ses yeux cherchaient Alcmène. L'aumônier monta avec lui sur l'échafaud et prenant sa main, il lui parla avant de le faire agenouiller devant le billot. Lui-même se retira un peu pour céder sa place au bourreau. L'instant d'après, la hache tomba. Je pensais qu'Alcmène allait s'évanouir, mais elle resta debout, tandis que la foule se pressait autour de l'échafaud. Certaines gens trempèrent un chiffon dans le sang, car les paysans croient que se sont guéris du mal, mais nous quittâmes le terrain. Je n'avais pas dormi de la nuit et devant l'affreux spectacle, mes cheveux s'étaient dressés sur ma tête. J'eus la force de soutenir Alcmène, mais ne trouvai pas un mot à lui dire. En revenant du lieu de l'exécution, quand la lumière du jour s'accrut, je me rappelai les projets de la veille. Je me proposais alors de montrer la ville à Alcmène, et je me raillais de ma sottise. Je n'étais vraiment qu'un imbécile. Pourtant, j'avais promis à Alcmène que nous quitterions Copenhague le soir même. Mais je lui dis qu'avant notre départ, il fallait visiter le palais royal. Abandonnant notre cabriolet chez le loueur, nous y allâmes à pied. Comment ne pas admirer la grâce et la distinction de ma compagne, tandis qu'elle suivait les rues à mes côtés, vêtue seulement de sa petite robe et de sa coiffe de villageoise.
Et pendant que nous restions arrêtés devant le palais royal, qu'elle considérait gravement, je me disais qu'elle était née pour vivre dans un château comme celui-là. Un vieillard, tenant un gros bouquet à la main, vint nous tirer de notre contemplation. En passant, il regarda Alcmène, puis s'éloigna un peu et revint sur ses pas pour regarder encore la jeune fille. Je le reconnus, bien qu'il fût très vieux et tout courbé, et qu'il eût fait teindre ses cheveux en noir. C'était le professeur. Il nous suivit à quelque distance jusqu'à l'hôtel. Arrivé là, je le vis qui s'arrêtait pour nous regarder à travers les vitres, et je pensais, il va remettre son bouquet à qui de droit, et puis il reviendra ici, mais à ce moment-là, nous serons partis. Or, à l'hôtel, je rencontrai quelqu'un que je connaissais et qui m'apprit qu'un bateau partait pour Velge le même soir. Jugeant que le voyage serait plus commode par mer, et d'ailleurs peu disposé à refaire en sens inverse le trajet que nous avions fait à l'aller, je quittai l'hôtel avec Alcmène pour prendre le chemin du port. La soirée de printemps était belle. Un léger vent du sud souffla pendant que nous remontions le Sinde. Nous étions assis sur le pont et observions la côte. Quelques lumières jaillirent à la fois sur la rive danoise et sur celle de Suède, et nous ne bougeâmes pas de nos places pendant la plus grande partie de cette claire nuit. Alcmène avait ôté sa coiffe et noué un fichu sur sa tête. Après avoir dépassé Helsingør et le château de Kronborg, nous vîmes la lune se lever. Je dis à Alcmène, « J'avais pensé que toi et moi, nous ne devrions pas nous séparer notre vie durant. »« L'as-tu vraiment pensé ?» dit-elle. « Il est bien tard à présent pour parler ainsi. » Jamais rien ne m'a fait douter qu'il devait en être ainsi. « Oh, fit-elle, je sais maintenant qu'il y a bien des façons de voir les choses. Toi, tu parles aujourd'hui de ma vie, mais auparavant, quand il en était temps encore, tu n'as pas essayé de la sauver. » Je l'interrompis. « Je voudrais te poser une question. Ne savais-tu pas que je t'ai toujours aimé ?»« Tu m'as aimé, s'écria-t-elle. Tout le monde aimait Alcmène. Tu n'es pas venu à mon secours. Ne savais-tu donc pas qu'ils n'ont cessé d'être tous contre moi, tous ?» Pendant un moment, je fus tout à la fois surprise de ces paroles, puis je dis « Mais tout cela n'était pour moi qu'une plaisanterie. En réalité, je plaignais même les autres. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que tu n'étais pas bien plus forte qu'eux. » « Non, je n'étais pas la plus forte. C'étaient les autres qui étaient les plus forts. Comment en aurait-il été autrement, alors qu'ils étaient si bons, qu'ils avaient toujours raison? Alcmène était seul, et quand ils sont morts, ils la firent assister à leur fin. Elle fut incapable de leur résister encore. Elle n'eut d'autre parti à prendre que de mourir aussi. » Après ces mots, Alcmène resta silencieuse. Elle paraissait toute petite sur le pont du navire. Elle avait l'air contrit et humiliée. Un peu plus tard, elle me demanda « Ne veux-tu pas, même à présent, dire « Pauvre Alcmène » ?» J'essayai de le faire, mais sans y parvenir, et je finis par lui demander « Rappelle-toi au moins que je suis ton amie. »« Oui, répondit-elle. Je me rappellerai toujours que tu m'as emmené à Copenhague, Wilhelm. Tu as été bon d'y consentir. » Je la ramenai au presbytère 2 jours plus tard, et personne ne douta qu'elle ne fût restée pendant tout ce temps chez ses amis de Velge. Peu après, mon père m'écrivit de le rejoindre à Pyrmont, car il était malade et n'osait pas entreprendre seul le voyage de retour. Qu'avais-je encore à faire à Norrholm? J'obéis donc aux ordres de mon père. À Pyrmont, chacun de nous reçut une lettre de Gertrude, qui nous informait qu'elle décidait de quitter le presbytère avant la fin de son année de grâce, car sa fille avait acheté du terrain et une petite ferme à l'ouest du pays, avec l'intention d'y élever des moutons. Gertrude n'était pas une grande épistolière. Elle envoya à mon père quelques mots pleins d'une humble gratitude, mais dans la lettre qui m'était adressée à moi, je lus entre les lignes un appel à mon jugement. Pourquoi les choses avaient-elles pris cette tournure? Je lus aussi une sourde angoisse, comme si, au fond de son cœur, Gertrude eût été désemparée de quitter son foyer.
et de s'en aller dans le vaste monde seul avec sa fille. Je ne voyais pas ce que je pourrais bien faire pour la rassurer et la consoler. Je la remerciais donc simplement pour l'amitié qu'elle m'avait témoignée pendant tant d'années et je lui dis adieu. Je n'ai plus grand-chose à ajouter dans ce récit au sujet d'Alkmene. 16 ans après notre voyage à Copenhague, mes affaires m'obligèrent à me rendre à l'ouest du pays, dans le canton, où se trouvait la ferme d'Alkmene. Mon itinéraire passait tout près et je résolus de m'y arrêter. J'enfilai l'étroite chaussée raboteuse qui menait à sa maison. J'avais roulé à travers une vaste contrée solitaire, série de collines et de landes marécageuses. Nous étions à la fin d'août. Les nuages traînaient très bas. Il avait plu, mais vers le soir le vent se leva et le coucher du soleil fut très beau. Sur la route, je croisai un char à bœufs chargé de sacs qui contenait peut-être la laine des moutons d'Alkmene. En arrivant à la ferme, je vis une vaste grange et quelques hautes meules de foin tout autour. La ferme elle-même était un long bâtiment couvert de chaume. Tout était bien tenu, mais donnait une impression de grande pauvreté. Un vieux bonhomme et quelques enfants ouvrirent de grands yeux en m'apercevant. En ces lieux, un visiteur était chose rare. Je fis avancer la voiture jusqu'à la porte, et une paysanne apparut sur le seuil. Elle était pieds nus et avait noué un petit fichu autour de sa tête. C'était Gertrude en personne. Elle avait vieilli. Sa taille svelte et la rondeur de ses seins avaient disparu. À présent, elle avait l'aspect massif d'une pile de bois brûlé. Son maigre visage osseux était tanné, comme si toutes les menues taches de rousseur qui le couvraient s'étaient fondues en une seule grande tache. Elle avait perdu quelques dents, mais elle avait gardé sa démarche agile et ses yeux clairs. C'était une vieille éleveuse de moutons restée droite et active. Tout visiteur devait être le bienvenu dans cette maison solitaire, mais Gertrude fut aussi enchantée de me voir que si j'avais été son propre fils. Elle me raconta qu'elle était seule à la ferme. Alkmene s'était rendu en voiture à Rincongbing pour y vendre de la laine et déposer de l'argent à la caisse d'épargne. J'aurais pu la rencontrer sur la route. La mère me fit entrer dans la plus belle pièce qui, selon toute apparence, ne servait jamais. Puis elle s'en alla faire du café, qu'elle prit solennellement dans une petite boîte secrète cachée derrière le coffre. Restée seule, je regardais autour de moi. Tout ici était propre, mais respirait la pauvreté. Je pensais au passé et à la fillette que j'avais connue en ce temps-là, et je fus pris d'une sorte de terreur. Pendant que nous buvions notre café, Gertrude et moi évoquions les jours d'autrefois. Elle se souvenait fort bien des gens et des lieux, mais les événements se brouillaient un peu dans sa mémoire. Elle ne suivait plus l'ordre de leur succession, comme si elle n'en avait plus parlé et n'y avait plus pensé depuis longtemps. Elle me demanda si j'étais mariée, et je lui répondis que j'avais été fiancée à ma cousine de Rougarde, mais qu'après la mort de mon père, nous avions rompu nos fiançailles d'un commun accord. Après le café, Gertrude me fit voir la ferme et les moutons. Elle me demanda conseil au sujet d'un agneau malade, se rappelant que j'avais soigné la vache du presbytère. Elle me dit aussi que sa fille et elle réussissaient bien dans leur entreprise après avoir commis quelques erreurs et avoir été plusieurs fois dupées au cours des premières années. Elles avaient augmenté leur cheptel et chaque mois, Alkmene allait à Rincongbing pour mettre de l'argent à la caisse d'épargne. Mais elles continuaient à travailler dur, du lever du soleil à la nuit, et ne se permettaient aucun gaspillage, n'ayant pour les aider que le vieux bonhomme, qui était leur seul garçon de ferme. Gertrude s'animait en parlant des moutons. Elle prenait des joues roses, et elle employait un langage direct et fruste que je ne lui connaissais pas autrefois. Je me rendais compte que les moutons et le paysage avaient sans doute ramené cette femme vers son enfance et sa prime jeunesse, et que je m'entretenais en vérité avec la jeune campagnarde dont mon précepteur s'était épris. Sa fille avait adopté à son égard le rôle d'une mère, au point que lorsqu'Alkmene avait le dos tourné, Gertrude lui jouait de petits tours comme de cacher la boîte de café. On m'avait beaucoup parlé de l'avarice d'Alkmene.
Au cours de ces 6 années, la femme riche de la ferme solitaire avait pris une certaine figure de mythe dans la région. Les voisins avaient un peu peur d'elle et ils la croyaient folle. Tout autour de moi confirmait ces on-dit. Je compris combien nous avions tous vieilli. Le monde entier me semblait infiniment triste et je me demandais avec une admiration mélancolique et un peu d'ironie si Gertrude, dans son innocence, étant donné aussi son activité naturelle, ne trouverait pas de quoi s'occuper aussi bien aux enfers que dans cette ferme. Je l'interrogeais sur ce qu'elles avaient l'intention de faire avec tout l'argent qu'Alcmène amassait de mois en mois. C'eût été une aubaine pour mon pauvre père d'avoir cette somme à la caisse d'épargne, n'est-ce pas ? Me dit-elle. Quand, un peu plus tard, je revins sur le sujet, Gertrude prit sur elle de me faire un petit sermon. Le monde est certainement un lieu fort dangereux, Willem. Et qui trouverons-nous de meilleur sinon ce dur et honnête travail pour lequel le Seigneur nous a créés ? Mais ce n'est pas à nous de poser des questions. Pourtant la mienne touchait à un problème sur lequel Gertrude, dans la solitude et le silence, avait fait de tristes réflexions. Elle parut absorbée dans ses pensées pendant quelques minutes, puis elle me confia que Mène était trop économe en ce qui la concernait elle-même. Elle était gentille avec sa mère, il ne fallait pas que je m'imagine le contraire. Mais elle était très dure pour elle-même, ne s'accordant ni repos ni plaisir. Gertrude me regarda. Le fin réseau de rides sur son visage se contracta et dans ses yeux brillèrent de larmes. Elle prit ma main et la serra. « Willem, dit-elle, sais-tu qu'elle n'a pas de chemise ?» Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cela vous a plu, merci de liker, partager, commenter et de vous abonner. Merci beaucoup et à bientôt.